Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Bon début de semaine, bienvenue au 12e épisode de la saison de Processus. Anthony Marcotte ici, Martin Thériault, Marco D'Amico. Édition spéciale aujourd'hui, en fait cette semaine, alors qu'on accorde toute notre attention sur le prochain championnat mondial de hockey junior qui fait partie de nos vies, qui fait partie vraiment de notre réalité à chaque temps des fêtes. Pour moi, c'est une tradition que je ne peux pas laisser passer. C'est toujours un rendez-vous attendu. Gang ou perd, mais on préfère gagner. Ça, c'est évident. Alors, on va aller faire justement nos prédictions parce que là, on approche tranquillement pas vite du dévoilement de la liste des invités pour la participation au Mondial de hockey junior cette année qui aura lieu aux États-Unis, au Minnesota, et où Dale Hunter sera l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Les gars, il y a de grandes attentes cette année pour l'équipe canadienne. On vient de se faire battre 2 années de suite en quart de finale. Il n'est pas question qu'on revive un tel scénario, mais ce ne sera pas de la tarte d'aller gagner ça aux États-Unis. Ça ne sera pas évident. Non, c'est clair, Anthony. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de changements également du côté de l'équipe canadienne. Dans la structure du camp d'entraînement, la formule qu'on voit, moi, personnellement, depuis que je suis né, là, le fameux 4 sélections, on invite, disons, une trentaine de joueurs, on fait 2 matchs contre des étoiles universitaires, puis on retranche des joueurs, on se fait une formation finale par la suite. Oubliez ça cette année. C'est pas mal plus qu'une question de 27 ou 28 joueurs. On se fait un méga camp d'entraînement, pas de sélection, mais d'entraînement. On prend les joueurs qu'on va mouler ensemble. Puis ça, ben, il faut pas chercher de midi à 14h pourquoi on fait ça. C'est en raison des insuccès des deux dernières saisons. Ça vient de là. On se dit, il faut changer des choses. Il faut qu'on ait une équipe pas mal plus prête. Puis c'est pas pour rien qu'on a ramené Dale Hunter également. C'est rien contre Dave Cameron et contre Dennis Williams, ces entraîneurs-là. Mais on essaie d'avoir quelqu'un pas mal plus d'expérience. On essaie d'avoir pas mal plus quelqu'un qui va au moins atteindre la demi-finale, mais évidemment gagner cette fameuse médaille d'or-là parce qu'on est au Canada. On a besoin quand même de... On vise tout le temps la perfection et rien de moins. Écoute, je peux confirmer qu'il va y avoir un roster d'à peu près 25 à 27 joueurs, non inclus les possibles prêtages de certains joueurs de la Ligue nationale. On sait que Zane Parekh est garanti d'y aller. Donc, on peut se dire premier défenseur droitier. Probablement le gars qui va manier la première vague de l'avantage numérique, on peut se dire. Donc, il va rentrer dans ce 25-27. Mais ce 25 à 27 joueurs-là va être nommé à partir de quand est-ce que vous allez entendre la prochaine épisode. Donc, la semaine prochaine, ou le lundi ou le mardi. Et on entrevoit que les joueurs se rejoignent, je crois, à Toronto, si je m'abuse, mais ils se rejoignent ou le 12 ou le 13 décembre pour commencer le camp d'entraînement. J'ignore encore s'ils vont faire le match universitaire. Je pense que oui, pareil, ils vont faire des tune-up, je crois. Par contre, Dale Hunter, selon mes informations, a été très direct. Il ne voulait pas perdre de temps à faire un camp d'entraînement, à porter tous des gars là pour ensuite les renvoyer chez eux, pour ensuite les... Écoute. Parce que c'est toujours une tradition, ça. La dernière journée, on fait les coupeurs, puis un après l'autre, les gars coupés vont voir les journalistes. Donc ça n'arrivera pas cette année. Non, pas à ce que je sache, sauf ils vont nommer 25 à 27 joueurs disponibles dans ce moment-là. OK. S'il y a des joueurs qui vont se faire prêter entre l'annonce et le premier match, ils ont le droit d'ajouter des joueurs jusqu'au 25 décembre. On me dit que ça ne dépassera pas le 21-22 décembre. Même si la règle leur permet le 25, ils veulent pas niaiser avec ces jeunes-là et leur permettre d'être avec leur famille pour les fêtes, bien sûr. On ne va pas une situation à la Jagger Furkis, qui lui a été retranché, on se souvient bien, il y a 2 ans. Puis ensuite a dû retourner en Europe pour jouer un match pour ensuite retourner chez eux. Là, ils veulent pas ça cette année. On regarde certains joueurs de la Ligue nationale. Qui sont ces joueurs, Marty?
Moi, t'as parlé de Zane Parek. Ça, je pense que c'est pas mal confirmé. Ça, c'est pas mal confirmé de l'organisation, c'est confirmé. Ça. Je pense qu'après, par la suite, moi, il y a Harrison Brunick présentement et dans la Ligue américaine à des fins de conditionnement. Les Pingouins le faisaient moins jouer. On lui trouve pas nécessairement de place dans le top 6. Quoique là, ça va moins bien à Pittsburgh dernièrement. Mais je pense que Brunick va être prêté, qui, en passant, avait fait la formation l'an dernier, avait été blessé, donc n'avait pas joué. Donc ça, c'est premièrement, avec Parek. Donc deuxièmement, moi, je m'attends à voir Sam Dickinson renvoyé également. Présentement, il est laissé de côté avec les Sharks de San Jose. Une équipe qui fait beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Ouais. On n'a pas vraiment besoin d'un Sam Dickinson pour aider les Sharks à gagner. Et je pense que ça va être tout à fait bon pour son développement de retourner au sein d'une première paire avec un entraîneur qui le connaît super bien. C'était son entraîneur à London dans les 3 saisons précédentes. Donc, il va avoir un gros rôle. Peut jouer avec un Parek et tout ça. Donc, moi, je pense que je m'attends à voir ce gars-là. Et 2 autres noms, moi je pense que Berkeley Catton va être renvoyé. Moi je le vois comme premier joueur de centre. Présentement, il est à l'aile du 3e trio avec le Kraken de Seattle, mais oui, il est peut-être important, mais en même temps, dans la Ligue américaine, il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui vont bien. Je pense justement à Jagger Firkus qui a eu un dernier mois fantastique. Oscar Fisker-Molgaard est un autre excellent espoir. Donc, on peut se permettre d'amener Catton. Et l'autre option, ça, j'ai hâte de voir, par contre, parce qu'il est blessé en ce moment, Michael Misa. Ouais. Il a 7 matchs de jouer seulement. On s'attend à ce qu'il revienne au plus tôt au début décembre. Donc, on est pas mal dans les alentours du camp d'entraînement. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et la fameuse situation des contrats, on est à 50 contrats. Si on regarde Misa dans la LNH et qu'on lui fait jouer 10 matchs, ben là, en fait, tu peux pas parce que tu vas te retrouver à 51 contrats et c'est illégal. Donc, je pense qu'on va renvoyer Misa, mais évidemment, s'il n'est pas en santé, ben là, ça va changer les choses. Ce qui fait en sorte que ma formation potentielle, moi, j'ai mis 26 joueurs, j'ai mis un astérisque sur Misa. C'est correct, il est blessé. Fait qu'on peut pour l'instant, provisoirement, le mettre là, mais c'est intéressant de voir cette année qu'il y en aura plusieurs des gars qui appartiennent maintenant à la Ligue nationale qui viendra renforcer les rangs canadiens. Il y a tellement eu une poussée de joueurs de les 2 dernières QV avec l'équipe Canada Junior qui se sont taillés une place dans la Ligue nationale. Puis la grande majorité de ces clubs-là qui ont ces joueurs-là sont des clubs en reconstruction qui traversent une période de croissance. Tu parles des Sharks, on peut rentrer les Blackhawks là-dedans. Seattle, ça va plus ou moins meilleur que l'année passée. Tu regardes aussi, exemple, avec certains clubs comme Philadelphie qui renvoient Luchenko. Philadelphie sont comme un peu dans le coup aussi, dans le portrait des séries, mais ils ont eu le luxe d'envoyer Luchenko qui, lui, s'est fait échanger à un club de l'heure dans la OHL. Maintenant, il va être capable de pousser pour un championnat de l'Ontario. Il va apporter une certaine expérience aussi à ce club-là. Donc, t'as des options. Sam Dickinson rentre là-dedans. Parek, écoute, les Flames sont quasi derniers, mais ils ont de la difficulté à donner des minutes à Parek. Donc, t'as de l'opportunité ici que tu n'avais pas par le passé. Et je crois aussi qu'il y a d'autres joueurs qui, eux autres, ont manqué la chance l'année passée, qui vont être capables de se greffer à ce club-là et jouer des rôles importants. Je parle Harrison Brunicky de base. Ouais. Mais aussi, Parek aussi. Parek il était pas. Mais Parek était par choix, pas par blessure. Et T.J. Ginla va être un joueur pour moi à surveiller dans cet alignement-là. Fort intéressant. Ben, on va y aller justement de vos prédictions, messieurs. C'est vous les experts, c'est vous qui avez le mandat de décortiquer ce qui se passe dans les rangs juniors et universitaires américains dans le but de nous former une équipe. Maintenant, je pense que, premièrement, on a brisé un petit peu là, les traditions comme quoi nos gars canadiens qui s'en vont jouer universitaires, là, tu peux plus vraiment les ignorer avec la nouvelle réglementation. Là. Avant, on sentait vraiment qu'on faisait pari si près pour ignorer quelques talents canadiens qui choisissaient les rangs collégiaux. Là, tu peux pas vraiment faire ça. Là. Encore moins avec un Gavin McKenna qui est un incontournable dans cette équipe. Ouais, c'est parce que là, à un moment donné, tu regardes tous les gros éléments potentiels de l'équipe, à l'exception de ceux qu'on vient de nommer pour la LNH. Tu as parlé de McKenna. Moi, je le vois à gauche du premier trio. Porter Martin va super bien en ce moment avec Michigan State. Je veux dire, là, si tu te prives de ces 2 gars-là, tu t'envoies le message aux médias, aux partisans que tu veux gagner la médaille d'or et t'as pas ces 2 gars-là, ça envoie drôle de message. Donc, je pense que là, ça, au moins, on peut oublier ça. Par contre, j'ai hâte de voir, moi,
Tu sais, les joueurs dominants, c'est sûr qu'ils vont être là. Tu peux pas les ignorer, tu veux gagner. Mais quand ça va être le temps de choisir des 13 ou 14e attaquants, là, je lance des noms comme ça. Malcolm Spence, qui va super bien avec Michigan en ce moment. John Mostert, un gars qui a eu une très, très belle deuxième saison et tout ça dans la NCAA. Est-ce qu'on va être tenté de prendre, de considérer ces gars-là ou de garder quand même des joueurs à peu près du même rôle, mais qui sont de la Ligue canadienne de hockey? Je pense qu'on n'aura pas ce débat-là. Moi, je regarde ce que j'ai comme 4e trio, comme 13, 14e attaquant. J'ai pas ce débat-là, mais j'ai quand même hâte de voir si au final, il peut pas avoir une décision. Tu sais, avoir un 7 ou 8e défenseur qui est de la NCAA, on dirait que je m'y attends pas. Ouais, mais ça dépend c'est qui ce défenseur-là. Je pense que moi, c'est j'ai une ça. idée, les gars. On va faire un exercice. Je sais pas lequel veut commencer à se mouiller. On va y aller avec le dévoilement de chacune de vos formations. Marty, par exemple, va commencer en présentant son groupe de 12 attaquants et ses extras à l'attaque. Et après ça, Marco va réagir en critiquant les choix et vice-versa. Et on fait le même exercice par la suite en défensive. Parce que d'après moi, devant le filet, c'est pas mal coulé dans le béton. Ouais. Tu sais, on a 3 options qui me semblent unanimes avec Carter George, Jack Ivanskovich et Joshua Ravensburgen. Ça devrait ces 3-là qui devraient en principe participer à l'édition de cette année. Quelle cuvée de gardien de but. Ouais, c'est une des bonnes qu'on a eues depuis longtemps. On parle de la relève de gardiens de but au Canada. Là. Je pense que c'est le trio de gardiens avec l'équipe Canada qui me donne le plus de confiance depuis une décennie. Puis honnêtement, l'an dernier, on a perdu, mais la raison, c'était certainement pas les gardiens de but. George et Ivankovic avaient été très bons. Puis là, je viens justement de vendre un peu le punch. Ces deux-là étaient de l'édition de l'an dernier. Ouais. Donc, on est pratiquement obligé de les ramener. Ivankovic a une saison extraordinaire à Michigan en ce moment aussi. Bonne. Et là, Joshua Ravensburgen, c'est un gardien canadien repêché au premier tour. Ça arrive pas souvent. C'est un gardien de but de gros gabarit, 6 pieds 5 pouces. Moi, j'aime avoir des compléments. Parfois, dans mes équipes, dans mes trios de gardiens de but, Ivankovic et George sont plus petits un peu. Ben, j'aime bien avoir un gars un peu plus de plus gros gabarit. Donc, c'est là, et surtout que c'est un choix de premier tour. Là, où je pense pour être une option de retour l'année prochaine. Il va être là l'année prochaine. C'est ça. Non, c'est un late. Il est late. Donc, il ne peut pas revenir. OK. Donc, c'est 3 gars là, à leur dernière participation mondiale. Moi, Ravensburgen, je l'aime. Au cas où qu'il y a un problème avec les gardiens ou qu'il y a de quoi qui se passe, une blessure, ça se donne pas bien. Ravensburgen, j'adore son histoire. Un gars qui n'était pas repêché dans le repêchage Bantam de la WHL, qui a été une invitation, qui a volé la chaise du premier gardien de but, puis que sa carrière s'envole. Ce gars-là connaît de l'adversité. Donc, je serais intéressé de voir qui... Je crois que George va être le gardien partant, là. Mais t'as rarement vu autant d'options. C'est comme... Au niveau junior, je pense que j'ai plus confiance dans ce trio de gardiens-là que j'ai de confiance dans le trio de gardiens de but du Canada aux Olympiques. Juste à donner un niveau de... Juste à donner un niveau d'importance. Donc, vraiment comme une très belle cuvée de gardiens, je trouve. Donc, je pense qu'on va pas vraiment se critiquer là-dessus. Ben, c'est ça que je pensais. Fait que c'est fait, c'est réglé. On coche les gardiens. Qui veut commencer avec le développement de la formation offensive? Je peux y aller parce que je pense que... Là, ça va critiquer. Ça va être bon. Ostinez-vous, là. Les gens vont aimer ça. Ben, écoute, moi, je vais y aller avec aussi les joueurs que je crois qui vont être prêtés. Ouais. Donc, premier trio, McKenna, Catton, Martin. Je pense que ça surprend personne. Ouais. Deuxième trio, Iginla, Misa, Michael Age. À l'aile. Peu importe. OK. Peu importe. Michael Age, droitier, Misa, si je me trompe, est gaucher. Il me semble que oui. Donc, un peut prendre les mises au jeu d'un bord. Puis ça peut être Age, le centre. Ça peut être Misa, le centre. Tout dépend de l'état de santé aussi de Misa. Michael Age, je crois, a grandement amélioré son côté défensif aussi. C'est d'ailleurs une des observations qui m'a été donnée du monde autour d'Équipe Canada quand je les ai parlé en fin de semaine. On est très impressionnés de la maturation du jeu de Michael Age et ça va l'aider à avoir un rôle diversifié avec ce club-là. Pas juste un joueur offensif. Donc, je crois qu'il y a eu une très belle appréciation pour Michael Age. Michael Age, d'ailleurs, on en parlait tantôt, était totalement à l'aise avec l'idée qu'il ne représenterait pas Canada sur une base junior à l'international, vu qu'il y avait pris le chemin de la NCAA. Ça, on en avait parlé de l'année passée. Là, bien sûr, avec le changement de la règle,
il est très content du fait que la possibilité soit vraiment sur la table. Donc, un joueur très excité d'être capable de représenter son pays. On avait le feeling par le passé qu'il fallait que tu sois vraiment exceptionnel pour te retrouver. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais là, c'est plus le cas, heureusement. Puis je pense qu'ils n'ont plus le choix avec le nombre de joueurs qui vont. Mon troisième trio va faire réagir, par contre. Au centre, O'Brien, je pense que j'en surprends personne, spécialement Marty. Un des préférés à Marty. Ouais. Je vais mettre Justin. Je l'ai plus haut dans ma formation. Ouais, mais ça, c'est parce que Missa, puis lui, Katen, on verra, là, bien sûr. Là, c'est un bon problème à avoir, d'avoir ces trois centres-là. J'ai Justin Carbonneau sur son aile, mais aussi un certain Vanacker sur son aile. Vanacker, 23 buts en 23 matchs dans la OHL. Vraiment un joueur que je trouve qui prend ses bouchées et continue à s'améliorer. Un joueur très polyvalent, mais un fin marqueur de but. Mais un joueur qui peut jouer plusieurs rôles. Donc, moi, je l'aime beaucoup et je pense que c'est un joueur qui est très sous-estimé, ce Marek Vanacker. Un choix de premier tour des Blackhawks de Chicago. Pas cette année qui vient de passer, mais en 2024. Mon quatrième trio, Baudouin, Luchenko, Brady Martin. Et comme extra, je mettrais Sam O'Reilly. Et s'il est en santé, Sacha Boisvert. OK. Intéressant parce que j'ai pas beaucoup entendu le nom de Sacha Boisvert comme candidat pour l'équipe canadienne. Il joue bien quand il est là. C'est ça. Mais c'est parce qu'il est toujours blessé. Ouais. C'est ça mon problème. Donc, s'il est capable d'être en santé, comme extra, tu sais, moi, j'en parlais dans ma tête comme Baudouin était là. T'es là l'an passé. Luchenko était là, plus l'expérience de la Ligue nationale, même si c'est pas un espoir que j'ai personnellement en haut estime en termes de son plafond offensif. Le rôle de quatrième centre est fait sur mesure pour un gars comme ça. Puis t'as Dale Hunter comme coach qui, lui, prône la maturité quand ce qui vient de temps à son jeu défensif. Donc, tu mets lui et Baudouin ensemble, go to work. OK. Qu'est-ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas de la formation à Marco Marty? T'es mieux d'être poli, hein? Écoute, je pense que les éléments principaux sont là. J'ai à peu près la même chose. McKenna est sur mon premier trio, j'ai Carton sur mon premier trio également. En termes d'ordre, j'ai juste shooté de même là, en termes de qu'est-ce que je pensais. C'est ça, donc, tu sais, Brady Martin, je l'ai pas sur mon premier trio, mais je peux très bien comprendre. Moi, tu vois, j'ai mis Brady Martin sur le premier trio. Je trouve que je l'ai vu jouer, Brady Martin. Là, il a ralenti un peu au niveau offensif. C'est ça qui me faisait peur. Mais je le trouve impressionnant au niveau des lectures de jeu. Je le trouve impressionnant au niveau de l'intensité. Il a pris une coche au niveau de la vitesse et tout ressort plus. Donc, tu sais, il était déjà très intense, mais là, il est encore plus. Il est capable de faire encore plus de jeux avec les mains, capable de tenter encore plus de tirs. Des choses que on pouvait avoir des doutes un petit peu l'an dernier. Puis j'ai l'impression que Dale Hunter, justement, va vouloir se donner une identité d'équipe. Tu l'as mentionné, là, exécution. On frappe, on impose le rythme et tout ça. Katon et McKenna, c'est peut-être pas les meilleurs candidats pour ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être mettre un Martin. S'il est sur le deuxième trio, ben, ça va être lui ou TJ Gainla qui va avoir ce rôle-là. Moi, je pense qu'on peut voir ça. Ça, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mis l'astérisque. Donc, je pense que s'il est prêt, là, je vais le mettre sur le deuxième trio et je vais descendre un Jake O'Brien. Moi, j'ai les plus grands désaccords. Marek Vanacker, je suis dans ma formation également. Parce que, puis, je vais reprendre cet argument-là pour la défense, là. Le fait qu'on veut bâtir des automatismes, de la chimie rapidement, de créer des choses, t'as l'occasion d'avoir la meilleure formation junior à Brantford, une équipe que Hunter connaît très bien parce que London joue souvent contre Brantford. C'est à même pas 2 heures de route entre les deux équipes. Il y a une grosse rivalité aussi entre ces deux formations-là. Je pense qu'il va vouloir sans dire que tu te prends des joueurs de Brantford pour prendre des joueurs de Brantford, là, mais Vanacker a toujours eu une chimie avec O'Brien. Tu sais pas, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. T'as les deux pour peut-être tenter quelque chose. Tu viens d'acquérir Luchenko. C'est un troisième joueur des Bulldogs de Brantford que tu peux ajouter. Puis on va en parler d'un autre en défense. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de la défense. Quand même un club loadé, hein, comme un gars. Ouais. Ça, c'est ça, là. Brantford, là, cette organisation-là, toujours bien runné en termes de gestion de joueurs, même au côté junior. Non. Sacha Boisvert, c'est drôle, la plus grosse divergence, c'est au niveau des Québécois, moi, je trouve. Sacha Boisvert a justement été peut-être un peu trop blessé, a la difficulté à prendre son envol. Je l'avais dans ma formation estivale. Il y a eu un excellent camp estival avec Dale Hunter et il était intense. C'est un gars qui fera. Tu sais, Sacha Boisvert, là, oui, c'est un choix de premier tour et c'est un gars de talent qui a des bonnes mains et un bon tir, là.
il est super fougueux. C'est quelqu'un qui peut un élément frapper. physique important. Je l'ai déjà mentionné un peu, puis je m'attends pas à ça au Mondial Junior, là. Mais tu sais, son père, Jimmy Boisvert, c'était l'ancien entraîneur de Simon King. C'est un gars qui a été élevé dans le milieu de la boxe, puis je l'ai déjà vu se battre. Battez-vous pas contre Sacha Boisvert. C'est un boxeur dans un corps de joueur de hockey. Il est absolument redoutable. Donc, tu sais, tu veux t'ajouter un élément intensité et en plus, un gars qui peut amener une touche offensive. Je le voyais, mais je trouve que le côté blessure me fait peur un peu. Justin Carbonneau, je ne l'ai pas choisi non plus. Je trouve que son jeu est un peu trop inconstant. Son tir est là, ça c'est sûr. C'est un gros bonhomme qui, tu sais, j'ai encore hier, pas hier, samedi, a fait encore un but incroyable. Il a débordé de l'autre, on l'a vu. D'un bout à l'autre. Ouais. Tu sais, il est capable de faire des jeux et tout ça. Mais par moment, et je te dirais que cette saison, je pense que c'est un peu normal, un choix de premier tour qui est plus de talent que tout le monde. Je trouve qu'il s'assoit peut-être un peu sur son talent par moment. J'aimerais qu'il en donne un peu plus parfois. J'aimerais qu'il... C'est ça. Parfois, on dirait qu'il s'assoit, il tente un jeu, il se contente de ça et ce n'est pas suffisant. Puis là, le problème, c'est que tu regardes qu'est-ce qu'on a à droite. Moi, je vois Age là, je vois Brady Martin et je vois Martin. Je suis pas super à l'aise de le voir sur un quatrième trio dans des rôles de soutien. Donc, malheureusement, c'est pourquoi je ne l'ai pas. Par contre, j'ai Caleb Desnoyers. Et ça, c'est intéressant. C'est ça, j'étais pas sûr. C'était son niveau de santé. Là, ça semble se replacer à partir de ce matin. Là, mais j'ai parlé avec Équipe Canada, puis ils voulaient le voir aller à l'œuvre encore une autre semaine avant de vraiment dire comme il allait faire partie du club. S'il est en santé 100%, c'est certain que j'enlève Carbonneau et je mets Desnoyers. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant. Si tu m'avais posé la question la semaine dernière, j'aurais pas mis Desnoyers. Mais en fin de semaine, il y a eu des matchs à Victoriaville, à Drummond et à Shawinigan. Il a été extraordinaire. Là, on voit le Caleb Desnoyers. Tu sais, moi, je l'ai vu jouer un peu, là. Oui, il était bon défensivement, il suivait le rythme et tout ça. Puis, tu sais, les Wildcats sont une machine, puis on le voyait pas du tout. Là, on commence à le revoir, défier les défenseurs, ressortir ses mains, travailler énormément, tenter beaucoup de choses en attaque, faire des passes. Puis là, on le sait, lui, il amène énormément d'énergie. Il marque, là, puis il se met à crier, il se met à amener vraiment toute l'énergie vers lui. Ouais. C'est un 4e choix au total. C'est quelqu'un qui a de l'expérience de Hockey Canada. C'est quelqu'un qui a le caractère, là, justement, pour faire partie d'une formation comme ça. Donc, avec ce que j'ai vu en fin de semaine, et j'ose croire que l'équipe canadienne junior a pris des notes également, c'est pourquoi j'ai Caleb Desnoyers. Pour le reste, j'ai pris Braden Coates comme 13e attaquant, quelqu'un qui a de l'expérience de la LNH, qui a quand même 21,14 matchs en ce moment. Ouais, il doit être là. Avec les Thunderbirds de Seattle. Mais moi, je pense que si Misa est en santé, c'est peut-être lui que je sors. Mais c'est. Il y a Cole Rechny également que j'ai dans ma formation. OK, tu vois, moi, mon dernier joueur, c'était entre Cole Rechny et Sam O'Reilly. Puis la raison pourquoi je suis allé avec Sam O'Reilly, c'est parce que Sam O'Reilly joue pour Dale Hunter avec les Knights de London. Il y a une familiarité qui serait là. Pour moi. Il ne serait pas le premier ni le dernier à être choisi parce que son coach est le dirigeant. Il y a une familiarité. On sait. L'entraîneur sait où le placer dans ses forces un peu plus. C'est aussi le rôle qu'il joue. C'est un joueur de 4e trio parfait dans un tournoi comme ça. Donc, si tu as besoin d'insérer quelqu'un, tu vas apporter 25 à 27 joueurs. Tu as le droit d'apporter jusqu'à 27 joueurs, si je me trompe. Donc, ils vont se mousser. Ils vont apporter facilement 4 trios avec eux, là. Donc, je me dis, rendu là, apporte-toi différents éléments. Donc, il y a des gars qui ne joueront pas du tout dans le tournoi, mais qui vont être là quand même. Peut-être qu'il va y avoir une rotation durant les matchs de groupe. Là, certains, tu as le droit d'avoir un attaquant supplémentaire sur le banc pendant le tournoi. Exact. Ouais, puis il peut y avoir des blessures aussi. On l'a vu l'an dernier avec Matthew Schaefer. Là, il y a des défenseurs qui sont taqués dans le tournoi. Brunicky, on attendait Schaefer, c'était pas fameux l'année passée. OK, intéressant. Donc, il y a quand même une familiarité dans vos alignements. Qui sont les grands oubliés, là, les gars là, que eux, à cause de leur saison, on doit écarter du portrait parce que c'est juste pas assez pour jouer avec l'élite de leur âge? Ben, je vais parler pour moi. Bon, j'ai parlé de Sacha Boisvert. Le plus grand oublié que moi, j'avais dans ma formation cet été, que j'ai exclu, c'est Liam Greentree. Ouais. Liam Greentree, choix de premier tour des Kings de Los Angeles en 2024, joue avec les Spitfire de Windsor sur un gros trio avec Jack Nesbitt et Ethan Belchetz, le fameux espoir de premier plan pour le repêchage 2026. Puis Greentree, c'est que évidemment, il y a le tir, ça, c'est pas un problème. Il y a des mains, c'est quelqu'un qui a une créativité phénoménale et tout ça. Mais
Tu sais, moi, j'aime comparer le mondial junior à du calibre de ligue américaine parfois. Oui, c'est peut-être plus lent que la LNH, mais tu as quand même besoin de patiner. Tu as quand même besoin d'avoir un certain rythme. Les décisions doivent se prendre rapidement et tout doit s'enchaîner. Et Graintree a beaucoup de problèmes avec son coup de patin. Puis il l'a pas amélioré. Je l'ai surveillé beaucoup parce que je regardais Belchets, là, puis c'est pas mêlant. Je pense que c'est le pire élément de son trio. Ben, le moins bon de son trio. Belchets est meilleur quand je le regarde à côté de lui. Même chose pour Nesbitt. Donc, ça me laisse un peu sur mon appétit. Puis je dirais aussi, tu sais, ce que j'ai dit pour Carbonneau s'applique pour Graintree. Si t'as pas de poste dans un rôle offensif, moi, je trouve que défensivement, il a beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un souvent qui prend des mauvaises lectures de jeu, il revient en retard. Il va pas toujours prendre sa position à la pointe. Le problème, c'est que les Spitfire de Windsor sont dans la même division que les Knights de London. Donc, il connaît très bien. C'est très bien quel genre de joueur il a. Ouais. Et je pense qu'il va prendre davantage des Lushenko, des Baudouin et des Sam O'Reilly. C'est ça. Moi, je suis 100% d'accord. Je ne l'avais pas dans mon équipe non plus. Donc, pour ajouter peut-être à la liste de joueurs qui n'ont pas été mis, qui n'ont pas été ajoutés, je pense que pour moi, la déception, c'est de ne pas être capable d'inclure Caden Lindstrom. Ouais. Quand même un 4e choix au total, de pas cette QV, la QV d'avant. Et on croyait voir un certain momentum de sa part à cause qu'il y a eu des bonnes performances avec les Tigres de Medicine Hat en finale de la WHL et durant la Coupe Mémoriale. Mais même là, il jouait un match, il ne jouait pas le deuxième. Il jouait un match, il ne jouait pas le deuxième. Un peu à l'image de David Reinbacher l'année passée aussi. On le voit commencer cette année dans la NCAA. C'est vraiment pas fameux en termes d'offensive. C'est mec, je crois, c'est quoi, 1 point en 8 matchs? 1 point en 9 matchs? Je pense que c'est 2 en 10. 2 en 10 maintenant, c'est ça. Il y a au moins 2 points, là, mais... C'est ça, donc l'offensive n'a pas suivi. C'est plus le plus gros sur la glace maintenant. C'était quand même un gros colosse dans la WHL avec son coup de patin. Mais là, ça tarde vraiment. C'est certain qu'il a manqué beaucoup de hockey aussi. Là, donc, moi, je ne lâche pas la serviette en termes de lui comme espoir. Mais quand tu te bases sur la qualité de son jeu aujourd'hui, tu ne peux pas te dire qu'il mérite d'être là au-delà d'un Catton, d'un Misa, d'un O'Brien. C'est malheureux, mais moi, même... le Columbus, je serais très inquiet. T'sais, de son développement, s'il n'est même pas capable de jouer au Mondial Junior dans son groupe d'âge, c'est très inquiétant. Ça, écoute, la situation de Caden Lindstrom, pour moi, est plus inquiétante que celui de David Reinbacher. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, oui. Oui, parce qu'on parle d'une blessure au dos qui l'a embêté. Chirurgie à son dos. C'est délicat. C'était un nerf. Ça s'en va pas. Si tu peux rehab ça, tu peux travailler avec ça, mais éventuellement, alors que tu prends des chocs, ça va jamais être 100%, ça va peut-être être 90%. Mais moi, mon problème, c'est tu peux te permettre de jouer à 90 avec le physique qu'il a, mais la rapidité n'est plus là. Le sens offensif n'est plus là. Il faut dire que le Medicine Hat était une équipe canon. Pas juste à cause de McKenna, mais tous les joueurs qui étaient là. C'était une très belle équipe. Et des fois, en jouant avec une super équipe, ça cache certaines lacunes de création offensive qui n'étaient pas là. Ou qui n'est pas là. Et que quand tu pars dans une autre ligue où tu es demandé d'être plus physique, mais continuer d'être rapide, continuer de créer, et que tu te fais contrer plus facilement par les adversaires qui sont plus matures, et tu n'es pas capable d'arriver au prochain niveau ou d'apprendre comment peut-être changer ou adapter ta game pour arriver au prochain niveau, c'est là où je commence à avoir un peu de doute. Puis un coach comme Dale Hunter a zéro patience pour ça. Zéro patience. Donc, je serais très surpris si un gars comme lui serait parmi la formation. Ah, moi, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Ça serait comme réputation qu'il le ferait. Ouais, puis même là, moi, je suis de ceux qui pensent que je vais surveiller la deuxième moitié de saison avant d'abandonner sur lui. C'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ta formation, tu la construis pour dans un mois. Il est pas prêt. C'est ça. Et t'as un paquet d'options. On vient de parler de Graintree, on a parlé de plein d'autres joueurs. Moi, il y a un de mes oubliés également qui est Eric Parasak, un gars qui joue dans la WHL, un choix de premier tour des Capitals de Washington. Bien. Qui est bon, qui est très intelligent, qui a un bon tir. Tu vois, coup de patin peut-être un peu plus ordinaire. Et le problème, c'est que tout ce qu'il apporte,
quelqu'un peut l'apporter de façon de meilleure façon. Donc, pour cette raison-là, Lindstrom n'aura pas de place. Puis c'est drôle parce que je regardais mes prédictions estivales, je l'avais sur mon deuxième trio, puis quand je suis retourné voir ma liste, j'ai fait un saut. T'as complètement chamblé ta liste, finalement. Ben, pour Lindstrom, en tout cas, je peux confirmer qu'il n'est plus là. Ouais. Mais une des choses qui m'a été dit par rapport à Hockey Canada et aussi du côté de USA Hockey, ces genres de tournois-là, il y a beaucoup de revirements, donc beaucoup d'allers et retours. C'est quasiment... La gestion des émotions est importante. Mais l'intensité à un autre niveau, donc ça fait en sorte que tu vas avoir besoin de joueurs qui sont rapides. La rapidité dans ce tournoi-là va être de premier plan parce que tu t'attends à avoir un style où ce que peut-être les systèmes défensifs ne vont pas être aussi matures, mettons, que dans la NCAA ou dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Donc, beaucoup d'allers et retours. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de stop and go. Ça fait en sorte que tu as besoin de joueurs avec beaucoup plus d'explosivité pour être capable de se replacer défensivement sur un top 6 ou sur un top 9, mettons, que, mettons, un match junior régulier. Donc, quand tu parles de coup de patin, c'est là où mon évaluation rentre dans le contexte aussi, où je suis allé avec des gars qui sont au-delà de la moyenne, sinon excellents en termes de coup de patin. C'est pour ça que j'ai pas considéré un gars comme Greentree ou Parasak, mais Parasak, il y a un QI hockey, par contre, que je crois qu'il va lui permettre de passer au-delà de son... Je dirais même pas une déficience de coup de patin, parce que je crois que c'est quand même average, là, c'est quand même de moyenne, mais je pense qu'il va quand même trouver du succès et je trouve que c'est quand même un excellent choix des Capitals de Washington. Juste, encore une fois, là, moi, je lève mon chapeau à l'équipe de recrutement à Washington. Trouve des belles pépites un peu plus loin dans le repêchage à chaque année, t'as raison. Allons-y avec la défensive. Je vais laisser Marco commencer, puis Marty critiquera par la suite. On avait fait l'inverse. On avait fait ça pour l'attaque. On peut faire l'inverse. OK, l'inverse. Ben oui, parfait. Ouais. Allons-y. Je pense pas qu'il y ait énormément de surprises pour le top 4. Je vais être assez bref. Là, j'ai mis Dickinson et Parek pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Quand tu es capable d'avoir une première paire de la LNH au Mondial Junior, c'est un énorme avantage. Aïe, aïe. Quelle paire. Oui, exact. Deuxième paire, j'ai parlé d'Harrison Brunick. Donc, lui, je l'ai à droite également. De l'expérience de la LNH, lui aussi. Je mets Keshawn Aitchison à côté, qui présentement a une saison extraordinaire avec les Colts de Barrie. On sait son côté intimidant. Tous les matchs que j'ai regardé de lui cette année, il voulait acheter les gants, il voulait frapper, il était toujours mêlé dans le trafic. C'est sûr que Dale Hunter va adorer ça. Et Aitchison aussi a acheté une coche de plus en attaque. Ça a toujours été un bon joueur, mais correct, je dirais. Là, vraiment, il a pris son envol et ça fait en sorte que, selon moi, en ce moment, c'est l'un des, sinon le meilleur défenseur de la OHL en ce moment. Donc, il t'amène l'élément physique, il est capable d'amener un peu de points au tableau, il y a l'élément vitesse et tout ça, il y a l'expérience de Hockey Canada et tout ça, a toujours joué avec au Mondial des moins de 18 ans, à la Coupe Linka-Gretzky, des choses comme ça, donc je pense qu'on va le prendre. Troisième paire par la suite, moi je choisis Ben Danford, c'est un espoir des Maple Leafs qui a été repêché par le frère de Dale Hunter, Mark Hunter, qui travaille avec les Leafs. Ben Danford, c'est un gars super bon pour bloquer des tirs. C'est un gars qui est extrêmement bon défensivement avec son bâton. C'est un peu un genre de Chris Tanev en devenir. Il sacrifie beaucoup. Spécialiste des avantages numériques. Un rôle important pour Équipe Canada Junior. Il est capable de se sacrifier, là, vraiment. Quand tu dis aller bloquer le gros tir en fin de troisième période pour protéger une avance, je sais que c'est pas sexy, là. Mais c'est ce genre de gars-là que tu veux dans ta formation et dans les éléments de soutien. Il est sexy pour Dale Hunter. Ouais, exactement. Je mets Cameron Reed à côté, un autre joueur de la OHL qui joue à Kitchener. Donc, une autre rivalité naturelle avec les Knights de London, un autre défenseur que Dale Hunter connaît aussi. Puis c'est un choix de premier tour des Prédateurs de Nashville. C'est un gars qui bouge super bien la rondelle. Moi, je trouve qu'il y a même un élément un peu physique, un peu insoupçonné, et je trouve que lorsque on lui applique de l'échec avant, il y a des défenseurs parfois qui réagissent un peu plus mal. Lui, je te dirais que très souvent, il prend la bonne décision. Il roule ses mises en échec, il est capable d'aller se chercher de l'ouverture et ça lui permet de faire de bonnes relances, ça lui permet d'être très efficace. Puis, au-delà de Parek, je dirais que tu n'as peut-être pas nécessairement, jusqu'à maintenant, de défenseurs purement de mobile. Donc, je pense que Cameron Reed peut t'apporter ça. Ensuite, au niveau des 7 et 8e défenseurs, je vais me contredire un peu sur tout à l'heure. J'ai Keaton Veroff, donc défenseur... underage. Ouais, de la premier... NCAA.
de premier plan pour le repêchage 2026. Mais quand je parlais des joueurs un peu qui pouvaient se battre pour un poste, je visais pas nécessairement les espoirs de très haut niveau non plus, là, qui est pour le repêchage, par exemple. Je pense qu'un Veroff, c'est qu'à droite, si tu veux donner des options justement de gars offensifs qui a en plus l'avantage du gabarit, qui est capable de bien se débrouiller physiquement, capable de bien se débrouiller défensivement et qui peut t'amener une touche offensive. Tu vois, moi, cet été, j'avais Landon Dupont et en ce moment, Everett, c'est plus tranquille. Donc là, j'ai changé d'idée. Il est très jeune. Ouais. Puis il n'est pas très imposant. Moi, je pense que ça, c'est le gros point d'inquiétude pour lui. Là. Il n'y a pas de progression. Puis ça, souvent, chez les plus petits joueurs, c'est un signal d'alarme. Donc lui, je ne l'ai pas. Et Oren Protz. Moi, j'ai placé Oren Protz dans ma formation parce que Protz était au camp d'équipe estival de l'équipe Canada Junior. Il a été super bon. Deuxièmement, pas dans un rôle offensif, c'était le premier à le reconnaître, là, mais pour bloquer des tirs, pour être physique, aller jouer l'homme à 1 contre 1 dans les coins, il avait été excellent défensivement avec son bâton, extraordinaire également. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, un autre membre des Bulldogs de Brantford, avec un court tournoi, tu veux bâtir des automatismes, que tu vas avoir quelque chose qui se crée rapidement. Ben, si tu le mets dans une formation avec O'Brien, Van Acker et Lushenko, ben, ça te donne un avantage de plus que de devoir bâtir une chimie en une semaine à peine. Tu sais, mon premier constat, pendant que tu défilais la liste de tes options, Dickinson, Parek et Bronick vont prendre beaucoup de minutes dans cette équipe-là. J'ai l'impression. Ouais. Donc, t'es aussi bien d'avoir vraiment des gars qui vont avoir des missions spécifiques dans le reste de ta défensive. Parce que tes autres, ils vont prendre des minutes. Puis, tu sais, t'as aussi... Au Mondial Junior, là, les pauses obligatoires de la télévision sont extrêmement importantes. Si tu as vraiment une paire dominante, moi je vois ça, Dickinson et Parek, c'est des gars qui, facile, vont te donner 23 à 25 minutes dans un match. Alors un gars comme Prott sur une troisième paire qui frappe et qui est intimidant à jouer contre, je trouve que ça fait du sens dans un championnat du monde junior aux États-Unis. Moi, j'écarterais pas ça du tout, moi, la chance, l'opportunité de voir Prott dans cette équipe-là. Du tout. Puis écoute, moi, le seul changement que je ferais de la liste de défenseurs de Marty, c'est que je flipperais Cameron Reed et Owen Protz. Je mettrais Protz avec Danford. Les deux se connaissent très bien. J'aurais ça parce que ta troisième paire, connaissant Dale Hunter, il aime que sa troisième paire soit une troisième paire physique. Je pense qu'il y a assez d'offensive du côté de Aitchison. Je pense que Brunicky a beaucoup... Il va démontrer sa touche offensive parce que... Moi, je le trouve très bon. Moi, je le trouve très bon aussi. Puis écoute, Brunicky va être capable de compenser pour l'intensité d'Aitchison. Moi, je trouve que c'est un top 4 absolument formidable pour l'équipe Canada. Je pense qu'il y a juste un pays qui peut vraiment se mettre sur la même longueur d'onde qu'eux là, en termes de défensive, puis c'est les États-Unis. On va en parler d'eux dans un autre épisode. Mais Owen Protz... Il semble avoir quelque chose avec lui, avec l'équipe Canada. Il semble être un gars qu'ils ont ciblé pour dire ce gars-là a de l'allure. Parce que si tu regardes ses stats, rien d'hallucinant. Mais si tu regardes son jeu défensif, si tu regardes ses statistiques avancées défensifs, c'est vraiment le prototype shutdown. Puis tu le mets avec un Danford qui, lui, est la version droitier de ça. Puis là, tu as vraiment deux gars capables de frapper, tuer le jeu, que tu peux être capable de mettre en relève. Si tu joues Dickinson et Parek sur un avantage numérique ou tu veux essayer de leur donner moins de minutes, tu peux les sortir en désavantage numérique. Ils vont jouer un rôle. Ouais. Tandis que Reed serait le fameux odd man out dans ce contexte-ci parce que tes deux vagues d'avantage numérique, tu as 4 options sur tes 2 premières paires. Donc, as-tu vraiment besoin d'un autre gars offensif dans ce contexte-ci? Parce que tu regardes Aitchison a 18 buts en quoi? 24 matchs dans la Ligue d'Ontario? Et tu ne seras pas l'avantage numérique. Il ne sera pas dans l'avantage numérique. C'est ça. Puis on parlait de gars être capable de monter la rondelle et en termes de transition. Bonne chance à n'importe qui essaie de contrer Aitchison, genre 1 contre 1, quand il monte avec la rondelle. Il va laisser la rondelle, puis tu vas manger son point. C'est aussi simple que ça, ce gars-là. C'est incroyable comment ce gars-là, il va se trouver des partisans. Puis je sais que les partisans du Canadien vont dire « Ah, ça, c'était le premier choix qui a été donné pour Dobson. » Faut donner pour avoir dans la Ligue nationale. Mais moi, c'était un gars que j'aimais beaucoup
était un gars comme HSN au repêchage, si le Canadien repêchait encore au 16e et 17e rang, c'était un joueur que je ciblais pour eux parce que ça fitait vraiment dans la culture. On ne saura jamais qui ils auraient repêché. Peut-être qu'il aurait sorti Zarovski là s'il avait gardé le choix. Il y avait aussi un intérêt aussi du côté de Cameron Reed avec le Canadien qui l'aimait beaucoup, mais pas assez pour sauter la chance de ne pas aller chercher Dobson. Et en défense, bon, là, Veroff qui pourrait être là comme un joueur avant même son repêchage. C'est pas hors du commun du Canada de faire ça, d'apporter des gars qui vont Jamie être capables... Drysdale me saute aux yeux tout de suite là, parmi ceux, les défenseurs qui ont été là avant le repêchage. Moi, je pense, tu sais, dans un monde idéal, là, Keaton Veroff ne jouera aucun match. Mais je pense que ça te donne... Tu sais, l'erreur qu'il y a eu l'an dernier lorsque Matthew Schaefer s'est blessé, là. Keaton Veroff t'amène ça. Aussitôt qu'il s'est blessé, là, je me souviens, tu t'es retrouvé avec Caden Price, tu t'es retrouvé avec des défenseurs défensifs qui n'étaient pas capables de transporter la rondelle, qui n'étaient pas capables d'amener cet élément-là que Marco parlait de rapidité, de transition. Puis bien honnêtement, là, la raison pour laquelle le Canada a perdu en quart de finale, c'est ça. Lorsqu'on a perdu Schaefer, là, ça a complètement désamorcé le jeu offensif. On s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient constamment isolés dans leur territoire. Tu pouvais très bien dire, c'était la Lettonie, par exemple, qui a battu le Canada. Ben écoute, on va jouer un style hermétique, on va jouer la trappe. Puis souvent, ça, tu bats ça avec un défenseur qui transporte la rondelle, qui force les choses, qui devient le quatrième attaquant. Là, t'avais pas ça. Donc, ça devenait pas mal plus facile. Puis c'est pas Caden Price, c'est pas ces gars-là qui allaient être capables d'amener cet élément-là intéressant. Donc là, je reviens à l'équipe Canada Junior. Disons que Parex se blesse, je le souhaite pas, là. Mais là, tu peux amener Veroff. Et là, ça va être un élément pas mal plus... ça va être un élément pas mal plus rassurant que d'amener... C'est un défenseur que j'aime bien, mais Tyron Smith, qui joue avec les Silver Tips d'Everett. Un gars capable d'être offensif, quelqu'un qui est capable d'être physique, mais qui, honnêtement, tu sais, ses chances de jouer dans la LNH, c'est incertain. Là. C'est un bon défenseur de 19 ans. Mais d'avoir Veroff, qui, lui, est un espoir top 4, peut-être, voire même top 2 pour le repêchage 2026, qui joue dans la NCAA, qui joue dans une division très difficile, la NCHC. Je dis souvent que c'est une division... Le style est pas mal LNH. Ça se joue beaucoup comme la LNH. Ben, ça te donne des munitions, tu sais. Ouais, puis quand tu vois ce que Schaefer fait présentement avec les Highlanders, l'an passé, on disait, ouais, ça a pas de bon sens qu'un gars de 17 ans manque à ce point au club. Ouais, mais c'est un exceptionnel. Ouais, mais c'est. Je pense qu'il y a personne qui doutait du talent de Matthew Schaefer. Je pense que le fait que le Canada s'est écroulé après sa blessure en disait long à sa qualité du jeu. Donc, je pense que c'était pas nécessairement toujours ça. Mais là, je pense que Marty a mis le doigt sur le pouls dans la situation. Tu veux pas trop du même joueur. Mais tu veux pas en manquer non plus. Je pense que c'est ça la balance. Et c'est pour ça que je mets Protz dans mon alignement et non Reed, parce que je trouve que Reed, c'est trop... Si t'as un Parex, si t'as un Dickinson, si t'as un Brunicki, parce que ces trois-là peuvent s'assurer de la relance aussi. Tandis que t'as pas assez, selon moi, de costaud. Parex, ça va jamais être sa game, ça. Ça va jamais être sa game. Dickinson, oui. Brunicki est capable d'apporter cette physique-là. Aitchison, Bash Brother en devenir. Mais après ça, tu veux vraiment une paire safe dans des situations comme ça. Tu peux te le permettre. Check les 12 joueurs qu'on vient de nommer en attaque. Si tu as ce top 4-là, tu n'as pas nécessairement besoin de superstars sur ta troisième paire. Tu as besoin de gars qui vont finir et fermer le jeu, qui vont être capables de jouer en désavantage numérique, qui ne vont pas faire en sorte que tu vas surutiliser certains défenseurs au point où s'ils se blessent, c'est fini. Sauf que l'avantage, au moins, que tu as là-dedans, c'est qu'au Mondial Junior, les règlements de l'IHF t'autorisent à habiller 22 joueurs. Donc, je pense que moi, Marco place Prott sur la troisième paire et Reed comme dans les défenseurs supplémentaires. Il n'y a rien qui t'empêche d'habiller les deux. Et là, dans l'émission défensive, Prott jouera. Et dans l'émission où tu as besoin d'un but en avantage numérique, transporter la rondelle, mais là, ça devient Reed. C'est l'avantage d'avoir 22 joueurs dans ta formation va permettre ça, je pense. Puis la dernière chose que je veux faire, je pense que l'avantage ici que le Canada et les États-Unis vont avoir, c'est le bench management. La gestion des effectifs. Dale Hunter est un maître à la gestion d'effectifs. Maître à être capable de vraiment prendre le pouls d'une game et de savoir exactement qui mettre sur la glace. Mais la même chose s'applique
pour l'entraîneur-chef d'équipe USA, qui est d'ailleurs l'entraîneur-chef des Gophers du Minnesota, Bob Motzko, qui, lui, on le connaît par le passé, a eu beaucoup de succès avec Team USA, un autre très fin connaisseur de ses joueurs, sait comment gérer son banc. Donc, vraiment, là, ça, c'est un avantage que ces deux clubs ont. En plus du talent immense qu'ils vont avoir, je pense que vraiment, la table est setée pour éventuellement voir ces deux clubs-là y aller vraiment pour la médaille d'or. Ça va être à suivre. D'ailleurs, dans le deuxième bloc de notre podcast de la semaine, on va aller regarder les espoirs du Canadien qui pourraient se tailler une place dans les équipes nationales de leur pays respectifs au Mondial de hockey junior. Une liste quand même intéressante. On fait une pause, on va revenir avec ça. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Allons-y avec le deuxième bloc de processus, alors qu'on poursuit notre survol du prochain championnat mondial de hockey junior qui débute à nouveau le 26 décembre, tout de suite après Noël, la tradition du temps des fêtes. Plusieurs espoirs du Canadien font partie des plans de leurs équipes respectives et devraient y participer. C'était plus ou moins le cas l'an passé, mais cette année, c'était quand même une bonne cuvée pour les espoirs du Canadien. J'ai le goût de commencer avec LG Mooney, qui a quand même laissé une belle impression tout de suite après son repêchage. Le gars, une bonne bouille. Il a montré de belles choses au camp de perfectionnement tout de suite après le repêchage. Et les gens le suivent de près. A-t-il des chances à son âge de se tailler une place avec l'équipe USA? Moi, je pense qu'Anthony, pas qu'il est assuré, mais à 90%, je vais dire. Il l'aime tellement beaucoup. C'est un gars qui a déjà de l'expérience avec l'équipe américaine junior. Je vais le rappeler, même si c'est un choix de 4e tour, mais l'an dernier, le seul joueur né en 2007 qui avait été invité au camp estival de l'équipe américaine junior, c'était LG Mooney. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Marco, dans le premier bloc, a parlé de Bob Motzko. Ben, c'est l'entraîneur, ça, de LG Mooney avec les Gophers du Minnesota. Et troisièmement, tu sais, des Ryan Leonard, des Gabriel Perreault, ces gars-là, il y a peut-être un peu moins de profondeur à l'attaque, ou du moins, il y a des gars un peu moins expérimentés qui sont plus là. Ça fait en sorte que ça ouvre une place à Mooney. Je pense que moi, honnêtement, Mooney, je le vois au sein du top 6. Et aussi, et ça, on le voit dans le tournoi estival, son tir sur réception est une arme fatale. C'est clairement la principale menace, je te dirais, pour les Américains. Il va être à gauche, il va décocher des tirs, mais c'est pas simplement qu'il décoche, il est super imprévisible. Il peut retenir son élan si il y a un défenseur qui triche, il va faire la passe transversale, va alimenter un autre joueur. Il est intense, il est physique, il est bon avec son bâton, il est acharné, il est vraiment sur la rondelle, comme on dit, là. Moi, je vous dirais, non seulement il va jouer avec l'équipe américaine, LG Mooney, mais moi, je m'attends à ce qu'il ait un rôle. Ils ne sont pas le meilleur joueur de l'équipe, mais l'un des meilleurs, je pense. Il l'a dit. Je pense que ça se dit et ça se résume très bien. Moi, qu'est-ce que j'ai su en début de saison, c'est que Bob Motzko allait vraiment le challenger à être un joueur plus complet. Pas qu'il l'était pas, là. Écoute, pour un petit joueur, il en a mis des joueurs sur le cul. Là. On a vu... c'était qui le troisième choix de Chicago? Anton Frandel. Durant un tournoi des moins de 18 ans, il a quand même mis Anton Frandel à terre. On parle d'un gars, une différence de 6 pouces entre les deux. Là. Il l'a carrément mis à terre. Quand on a passé LG Mooney en entrevue, qui était en exclusivité d'ailleurs sur le Patreon, il nous a dit qu'il voulait vraiment travailler sur son côté physique, check. D'être plus responsable défensivement, check. Et Bob Motzko, primordialement, a été un entraîneur de clubs défensifs. Primordialement par le passé, des clubs défensifs, des clubs qui jouent dans des divisions plus matures. Là, si je me trompe, Minnesota, c'est Big Ten? C'est ça. Fait que Big Ten aussi, un peu plus mature. C'est la même division, exemple, que Michael Age avec le Michigan. Donc, on parle de plus de rapidité, mais aussi vraiment plus de précision à la défensive. Mais c'est sa vision. C'est tellement un Lane Hudson version attaquant sur un avantage numérique. Sa vision, son tir sur réception, il peut te faire mal de plusieurs façons sans nécessairement te mettre dans le pétrin défensivement. Puis je pense que c'est un arme important, même si c'est un tournoi de 18 ans. Pour moi, tu repêches, comme son niveau, son rang de repêchage n'a rien à voir avec la situation. Si on se basait sur meilleur joueur junior,
ça serait un talent de premier tour. Donc, Ben, le gabarit étant ce qu'il est. Mais dans un tournoi où ce que tu joues à la maison, on se rappelle, le tournoi se joue au Minnesota, donc vraiment à 5 minutes, ce kid-là va te donner encore plus. Puis, Team USA est en amour avec sa famille. Parce que c'est aussi le cousin de Logan Cooley. Donc, il y a plusieurs aspects qui rentrent dans la discussion. Mais le meilleur aspect, c'est le mérite. Il a tellement impressionné durant le tournoi estival, le Summer Showcase. Il a tellement impressionné. C'était le joueur qui se démarquait le plus du côté des Américains. Ils n'ont pas perdu de vue cette idée-là. Même s'ils ne pètent pas des scores offensifs en ce moment au Minnesota, une des raisons pour laquelle il ne le fait pas, c'est parce qu'on se base primordialement sur le défensif. Donc, s'il est capable de démontrer une diversification dans son jeu et d'être un élément offensif, disons, clutch sur l'avantage numérique, il a tout ce qu'il faut pour se tailler une place sur cette équipe-là. Je m'attends à le voir là. Je serais vraiment comme bouche bée s'il se fait couper par son propre entraîneur. Parenthèse sur les Gophers du Minnesota, là, ça arrive très souvent qu'il y a des joueurs qui arrivent là. Tu regardes leur fiche statistique, tu vas faire qu'est-ce que les gens voient envers ces joueurs-là, arrivent dans la LNH et explosent. Je te donne plusieurs exemples. Cool. Brady Shea, choix de premier tour des Rangers de New York, joue avec les Gophers. Tu vas voir ses statistiques, là, pas impressionnant du tout. Je me souviens, débarquer avec les Rangers, sa production a explosé et sa production offensive a explosé. Brock Faber, ça a été la même chose. Jimmy Snuggerud fait mieux que ce qu'on pouvait penser peut-être. Matthew Nice fait mieux. Tous ces joueurs-là, Voilà. parce que Bob Motzko insiste beaucoup sur le principe défensif et les joueurs apprennent dans son système. Ouais. Puis là, débarquent dans la LNH et là, on les laisse un peu plus s'exprimer. Mais ça, c'est une facette qui est importante. C'est pas parce que LG Mooney termine la saison avec peut-être moins de points qu'il n'est pas nécessairement efficace. C'est que l'entraîneur-chef a vraiment un style très étouffant, je veux dire comme ça. Tu sais. Puis il a buy-in. Il a vraiment acheté ce que Bob Motzko vend. Et ça, c'est ce que je trouve impressionnant. Puis, un peu à l'image de ce que certains entraîneurs-chefs font dans la Ligue nationale, si tu es capable d'avoir une bonne base défensive, ça va vraiment t'aider à être capable de créer de l'offensive. Puis je sais que je dis n'importe quoi, mais dans cette situation-ci, il ne fait pas mal à l'équipe, il aide en transition, et quand ce qui vient de temps en avantage numérique, je vous invite à aller regarder les matchs de la fin de semaine de LJ Mooney. C'était vraiment le fun à le voir parce que c'était dangereux dans tous les sens. Je pense que c'est ça, il est indéniable. On va toujours parler du fait qu'il est 5 pieds 7, 5 pieds 8, je comprends, mais quand tu vois ce joueur-là jouer sur la glace puis tu ne regardes pas sa fiche de hockey DB, tu dois te dire qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour être sur cette équipe-là. OK, ben c'est certain qu'avec un Américain à espoir du Canadien, ça va aider encore plus à ce que le tournoi là, attire les regards ici, ça c'est sûr et certain. Atos Koivu devrait y être également aussi avec la Finlande. 100%. Un autre qui a eu un camp estival absolument incroyable. Il aurait été là l'année passée, mais il y a eu la mononucléose. Ouais. Donc, ça n'a vraiment pas aidé son cas. Cette année, écoute, c'est encore une fois, c'est pas super fameux dans la Liga, mais c'est pas nécessairement connu comme étant une ligue offensive. Mais c'est un joueur que je crois utilise beaucoup mieux son physique cette année, a un très bon tir sur réception. Lui aussi, c'était le cheat code du Summer Showcase pour la Finlande. Passe à Atos Koivu, rentre. C'était automatique. Donc, pour moi, c'est un homme qu'ils ont absolument besoin de cette équipe-là. Est-ce qu'on va le voir à l'aile? Est-ce qu'on va le voir au centre? Ça va être déterminé. Mais un poste dans le top 6, sinon le premier trio, je dirais absolument garanti. Je pense que ce qui aide aussi à Atos Koivu, bon, mentionné, il a toujours été bien considéré par l'équipe finlandaise. On sait que, disons que les gènes du paternel et de l'oncle aident beaucoup également. Puis je dirais aussi, puis là, c'est peut-être pas bon signe pour la Finlande en général, mais la cuvée de 2006, celle qui a 19 ans, en fait, là, est très ordinaire. Il y a eu Constant Lenius qui était très bon, et encore là, moi, je pense qu'il va y être. Il devrait. Mais tu sais, ce qu'on va juger que pour son développement, ce n'est pas mieux qu'il demeure dans la Ligue américaine, continue de travailler. On l'a déjà vu dans le passé. Lian Bixel, ça a fait ça avec la Suisse. Un gars comme Moritz Seider. C'était des pays peut-être plus faibles, donc on s'est dit, il n'y a pas de chance de gagner, mais j'ai hâte de voir. Mais c'est pour dire que Koivu, lui, comme 2006, comme 19 ans, a l'arme en avantage numérique. C'est lui qui a le tir sur réception.
c'est un gars pas mal plus fougueux qui aurait été capable d'améliorer, je trouve, cette saison, son aspect physique. Donc, tu sais, toujours eu de l'acharnement, mais il se faisait tasser facilement. Là, il est pas mal plus capable de tenir son bout, de garder son bâton solide, d'être capable de défier pas mal plus les défenseurs, les adultes. Et je pense que ça va faire en sorte que Atos Koivu, lorsqu'il va débarquer au Mondial Junior, va avoir un rôle important. Je ne sais pas s'il va produire, parce que, comme je le disais, je pense qu'elle va être difficile pour la Finlande. Il y a beaucoup d'éléments un peu obscurs, là, je n'aimerais même pas les noms, mais des joueurs qui dominent en ce moment dans la Ligue canadienne de hockey, mais qu'on connaît peut-être un peu moins. Là. Mais je pense que ça peut quand même, Eric, qu'il va avoir un bon rôle. Là. OK, à suivre. Parmi les autres noms espoirs du Canadien, un que tu es fraîchement repêché, l'Allemand Carlos Handel, en principe, devrait faire partie de l'équipe de l'Allemagne. Tu as un espoir de son statut, tu arrives contre de grosses équipes dans un pays un petit peu plus faible. Comment tu es capable de tirer ton épingle du jeu dans un tournoi comme ça? C'est un peu compliqué parce que Carlos Handel, en passant, était au Mondial Junior l'an dernier pour l'Allemagne. Je l'ai vu en personne à Ottawa. Donc là, maintenant, c'est garanti que Carlos Handel va jouer 25-26 minutes. On va l'utiliser à outrance parce qu'on n'a pas une tonne de joueurs de talent. On n'a certainement pas une tonne de joueurs repêchés dans la LNH dans la formation. Ouais. Donc, c'est sûr que Carlos Handel va jouer, va être contre les meilleures formations. Maintenant, moi, le bémol, je pense que c'est pourquoi c'est un choix de 6e tour, Carlos Handel, j'ai toujours eu de la difficulté un peu lorsqu'il est mis sous pression. Je trouve que il est vulnérable contre l'échec avant, pas beaucoup la rondelle. Je me souviens que contre le Canada, là, ça avait été laborieux. Il avait eu beaucoup de difficultés. C'est sûr qu'il avait 17 ans, tu vas me dire. Ouais. Avec un an de plus. Donc, je pense que c'est un peu... Je pense que ces genres de joueurs-là, avec des pays obscurs, c'est un peu simplement savourer. C'est un peu... Regarde-le jouer. Regarde qu'est-ce qu'il est capable de t'apporter. Mais il faut pas que tu essaies de trop décortiquer, à moins qu'il soit vraiment, vraiment dominant. Là. Mais tu sais, s'il y a des erreurs, c'est parce que là, il est toujours sur la glace. Il a peut-être pas le talent de se retrouver face à un Berkeley Catton qui est dans la LNH en ce moment. C'est ça. C'est compliqué un petit peu. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu le vois de cette façon-là, peut-être un peu plus pour un handle. T'sais. Ouais, mais c'est un peu... on se rappelle de David Reinbacher avec l'Autriche. Quand il a joué, là, il avait 17 ans, ou il venait d'avoir 18. Là, c'était son année de repêchage aussi. Puis, les statistiques étaient très bonnes dans son cas, mais il s'est blessé. Ouais. Mais c'est un peu ça le contexte. Quand tu as des pays, je dirais, je ne vais pas dire de 2e division, mais le 2e peloton de la 1re division de hockey, où ce que, malheureusement, ces équipes-là, ça dépend d'une certaine cuvée. Là. Il y a une période en 2020 puis 2021 où ce que les Allemands se tenaient nez à nez avec le Canada à cause de Stutzla, à cause de JJ Peterka, et etc. Donc, il y a eu une phase où l'Allemagne était très forte. Aussi, Moritz Seider fait partie de cette équipe-là. Mais des fois, ça monte puis ça va. Donc, Carlos Handel, je pense qu'il va avoir un gros rôle pour l'Allemagne. Je ne m'attends pas à ce que l'Allemagne fasse de grosses choses dans ce tournoi-là. Mais je pense que c'est quasiment 100%, sinon 110% de pouvoir le voir là. Y en a-tu d'autres d'espoir du Canadien? Le gardien lettonais? Il va falloir surveiller Mikos Vekvanag, qui lui est un letton, qui à ce moment est avec le régiment de Terre-Neuve. Je te cacherai pas qu'il n'est pas dans une situation idéale, je trouve. On a un système à 3 gardiens à Terre-Neuve. Puis c'est un peu le 3e. Là. Antoine Proulx va très, très bien. Moi, je trouve que c'est le meilleur gardien de but du régiment. T'as Chase Anderson qui est capable de sortir des bons arrêts spectaculaires. Et là, Vekvanag, c'est un peu pris là-dedans. C'est sûr que la Lettonie n'a pas une tonne de profondeur. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on voit Vekvanag qui est du temps de jeu et tout ça. Maintenant, de dire est-ce que Vekvanag va faire les prestations de la Lettonie l'an dernier où on a surpris le Canada avec des arrêts extraordinaires, d'avoir, par exemple, un Christian Gudlevskis qui avait été excellent contre le Canada aux Jeux olympiques il y a plusieurs années. Ouais. Je m'attends pas à ça du tout, là. Mais c'est dire qu'il est là et qu'on va le surveiller un peu. Ouais. Quand même. Puis c'est, encore une fois, vu que la Russie n'est pas là, ben Jarovski et Radkov sont pas... Malheureusement. Sont pas là. Donc, c'est certains éléments qui sont pas là. Demidov, il serait pas éligible anyway. Ouais, c'est un late, mais c'est ça. Donc, Age Protz du côté de Canada, LJ Mooney du côté des États-Unis, Carlos Handel du côté de l'Allemagne. Et on a parlé du gardien letton. Donc, quand même assez bonne cuvée. Et Atos Koivu, bien sûr. Donc, assez bonne représentation pour un club qui a échangé plusieurs choix de premier tour les dernières années. Donc, pour moi, je pense qu'il y a assez de
il y a assez de viande sur l'os pour que les partisans du Canadien soient bien comblés cette période de fête. On va se garder un petit 5 minutes pour revenir un petit peu sur le Prospect Challenge qui avait lieu en Alberta au cours de la dernière semaine. On en avait parlé la semaine passée. On avait mis un petit peu la table là-dessus. Quelles ont été tes observations, Marty, des 2 matchs? Premièrement, des gars qui t'ont sauté aux yeux. Ben, le premier, puis on va devancer un petit peu ça va être mon espoir de la semaine pour cet épisode-ci. Moi, lui qui a sauté aux yeux immédiatement, c'est Xavier Villeneuve. Donc, la deuxième fois depuis le début de la saison que je l'ai choisi. Mais c'est qu'il est allé me chercher des éléments qui sont très convaincants pour moi. Et je t'explique. Premier match, je trouve qu'il était bon. Il a commis quelques revirements parfois défensivement. Il y avait de la pression, commettait peut-être des revirements. Il jonglait un peu avec la rondelle. Offensivement, par contre, extraordinaire, transportait la rondelle. Si tu l'oublies, tu le perds de vue, à un moment donné, tu te rends compte qu'il est devant le filet. Tu te dis comment ça qu'il est rendu là, mais c'est que c'est quelqu'un qui bouge constamment, qui est... Tu sais, c'est un défenseur de 200 pieds. C'est pas simplement qu'il reste à gauche et qui reste dans sa zone et qui transporte la rondelle de temps à autre. Là. Il est constamment en mouvement. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est après le premier match. Bon, on s'entend, on s'est fait déclasser par les Américains. Ça a été une claque au visage. Puis Xavier Villeneuve est sorti dans les médias. Puis tu vois que c'était très honnête. Puis je l'ai vu un peu aller, là. C'est un gars qui est exubérant. C'est un gars qui a du caractère. C'est un gars, là, qui déplace de l'air, mais dans le bon sens. Dans le sens que c'est quelqu'un qui est motivant et c'est quelqu'un qui en donne, tu sais. Puis il est tout de suite allé dire, puis je le cite mot pour mot, là, il dit « ça fait chier de perdre contre les... Ça fait chier, puis je déteste les Américains au plus haut point. C'est pas vrai que ça va rester comme ça, on va se reprendre. » Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Xavier Villeneuve a été le meilleur joueur de son équipe. Dans les coins intenses. Tu sais, on parle souvent de son gabarit, 5 pieds 11 pouces. Il était physique, il était capable d'aller frapper. Dans le deuxième match, ouais, c'est ça, il y a eu un but. C'est lui qui s'est porté. C'est lui qui a mis un peu plus de pression en zone adverse, est allé frapper un joueur américain. Ça a provoqué un revirement et Maddox Dajna a par la suite fait une passe pour le but. Ouais. Donc, quelqu'un qui s'est impliqué après les sifflets, je te dirais, même dans le premier match, c'était l'un des seuls qui allait voir les joueurs américains puis commençait à leur jaser, commençait à leur donner des coups de bâton, commençait à les déranger alors que c'était peut-être l'un des plus petits joueurs sur la patinoire. Et là, on l'a vu, prenait des chances en attaque, était très proactif. Je le répète, parfois, on le perdait de vue, se retrouvait derrière le filet, revenait devant. Puis son but, c'est un peu de cette façon-là. Relance extrêmement rapide, relance ça, met les Américains sur le qui-vive, s'en va dans le coin de la patinoire, vend un peu aux Américains qui servira à rien. Pour au dernier instant, s'en va couper dans le centre, alors que c'est un défenseur, se retrouve devant le filet, dévie la rondelle. Moi, ce que ça m'a dit de Xavier Villeneuve, parler de la taille, parler de son problème défensif et tout ça, c'est bien correct. Mais quand tu parles de quelqu'un qui va te donner du hockey de haute qualité, quand ça va compter, quand la pression va augmenter, quand il va y avoir de l'adversité, moi, je pense que dans ces 2 matchs-là, Xavier Villeneuve m'a montré que c'est un vrai. Et moi, souvent, dans mes listes à moi, là, je dis pas que je vais avoir top 10, mais il va être en très haute estime. Je dis que je l'ai pas top 10, là, mais c'est assurément top 15 pour moi. C'est coulé dans le béton déjà en ce moment, là, parce que ce qu'il m'a montré, c'est que souvent, oui, il est petit, là, mais amenez-en de l'adversité, il n'y en a pas de problème. C'est rien pour calmer les comparaisons avec Lane Hudson qu'on entend. Puis que... Ouais, mais je dirais qu'il y a plus de chiens que Lane Hudson. Je pense qu'il y a plus de... Hudson, comment pour... Puis d'ailleurs, on vit dans un monde où Hudson s'est battu avec un colosse. C'était-tu la Suède durant la... Ouais, c'est ça. Où qui s'est battu avec un colosse de la Suède dans la finale du championnat junior. Mais je trouve que Xavier Villeneuve joue avec un edge de plus. Puis c'est quasiment genre le fameux chip sur l'épaule. Là, c'est quasiment comme pour contredire les préconnus de son jeu, vu que il est juste 5 pieds 11. Écoute, tu peux être 5 pieds 11 puis frapper plus fort qu'un gars de 6 pieds 1. Là. C'est juste parce que nous autres, on a cette fameuse magie que le moment que le défenseur il est plus que 6 pieds, ben là, OK. Ouais. Il est plus rendu petit. Donc, dans ce contexte-là, je pense que tu as vu la façon qu'il s'est repris le deuxième match, puis tu n'as aucun choix de dire ça, c'est le genre de gars que si tu l'ajoutes à ta franchise, tu as un mauvais match, ça va être le premier à se lever pour le prochain. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que, puis Marty m'a posé, c'est quand la dernière fois que tu as vu un défenseur du Québec jouer de même? C'est
C'est pas arrivé souvent. Ouais, mais c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un talent de ça, issu de la LHJMQ, jouer en défense de même? Puis moi, ce que je trouve... Puis je parle à vous deux, là, vous l'avez suivi très longtemps aussi. C'est peut-être le gars le plus dominant de son âge depuis Noah Dobson, même s'ils sont complètement différents dans le style de jeu. C'est exactement ce que je me disais. Ouais. Tu sais, Dobson à 17 ans peut dire de quoi Dominant. c'était une force, là. Dominant. Mais c'est là où je m'en allais. Dobson, à 17 ans, avait déjà 6 pieds 3. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout la même Il dominait gabarit. physiquement. Ah ouais. En plus d'avoir le coup de patin, l'élan ici et ça, le tir. Je trouve que quand tu es capable de dominer avec un QI hockey à cause de ton cerveau, les détails dans son jeu se traduisent tellement bien dans la Ligue nationale que j'ai pas peur pour lui. Pas en tout. Tu serais prêt à le mettre dans ton top 15. Moi, je suis prêt à le mettre dans mon top 10. Parce que on fait toujours cette erreur-là dans la Ligue nationale. On a toujours peur des petits joueurs. Mais tu regardes, les meilleurs défenseurs offensifs de cette ligue ont tous 6 pieds et moins. McCarr, on va dire que c'est 6 pieds 1, il est 6 pieds. Quinn Hughes, 5 pieds 10. Lane Hudson, 5 pieds 8. 5 pieds 9, excuse. Adam Fox, 5 pieds 10. À un moment donné, tu as assez de jus pour voir que la Ligue s'en va d'une certaine façon. Faites pas l'erreur. Parce que je vous le dis, les clubs qui repêchent 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 qui ne prennent pas Xavier Villeneuve vont faire une erreur. Tantôt, tu sais, dans le premier bloc, on a parlé d'équipe Canada Junior et tout ça, la défense. On n'a pas parlé nécessairement des oubliés, là. Je ne l'ai pas dans ma formation, je ne pense pas qu'il va être là. Mais je ne serais pas surpris qu'on prenne Xavier Villeneuve pour équipe Canada Junior. Je regardais un peu les prévisions de plusieurs experts. Je pense à Steven Ellis de Daily Faceoff. Je pense à l'équipe de The Athletic qui ont quand même des sources qui parlent quand même à des gens qui regardent du hockey autant que nous, là. Puis ils mettent Xavier Villeneuve dans la formation. J'ai parlé de Cameron Reed tout à l'heure comme un gars qui bougeait la rondelle et tout ça, mais Xavier Villeneuve le fait aussi, puis c'est un 18 ans. Lui, c'est un joueur qui est né en septembre 2007, donc c'est pas comme si t'amenais un gars de 17 ans qui est plus fou, il est petit, là, mais je veux dire, qui n'a pas nécessairement d'expérience. Lui, il en a pas mal plus. Sa 3e saison dans la LHJMQ. Il a l'expérience de Hockey Canada. Ça a toujours été un gars qui a comme surpris ses entraîneurs. Je me souviens l'an dernier, mondial des moins de 18 ans. Ouais. Première vague d'avantages numériques, qui jouait à profusion puis il était capable de se démarquer. Donc, soyez pas surpris si finalement on invite Xavier Villeneuve et qu'il se taille une place. Je le répète, c'est pas mon choix. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais je ne serais pas surpris que ça arrive. Ben, je pense que c'est une bonne touche pour conclure notre édition de cette semaine. On va surveiller ça la semaine prochaine quand Hockey Canada va dévoiler ses invitations là, pour un camp d'entraînement. Ça va être une mouture un peu différente de ce qu'on a vu par le passé dans le but de bien préparer cette jeune équipe-là à aller nous représenter au Minnesota pour le championnat mondial junior. Les boys, ça a été excellent. Une édition qui me plaît particulièrement parce que le Mondial Junior, c'est bien le fun à tous les ans de suivre ça. On va se souhaiter une médaille d'or cette année. Merci de votre présence. On remercie Olivier Paiement et Jacob Langlois-Pelletier à la réalisation de ce podcast. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Il en reste 2 avant les fêtes déjà. Ça passe tellement vite. Mais encore bien des choses à vous raconter d'ici à ce qu'on tombe en vacances. Salut tout le monde. Bye-bye. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.